Alors, pour répondre à cette question, je trouve intéressant de revenir sur les 2 essais Princeps qui ont finalement validé le concept de la FFR, puisque l'utilisation de cette technique, elle repose finalement sur 2 études. La première qui était l'étude DIFFER, et DIFFER, c'est 325 patients uniquement, avec des lésions intermédiaires, et qui ont été randomisés en fonction du résultat de la FFR. Quand la FFR était au-delà de 0,75, donc avec sans retentissement hémodynamique, les patients étaient randomisés entre un traitement médical des lésions ou un traitement par angioplastie. Et les données de cette étude à 5 ans, qui ont ensuite été confirmées à 15 ans, montrent que le traitement médical fait aussi bien que l'angioplastie dans cette population. Donc ça, c'est un élément important pour rassurer le traitement quand on choisit un traitement médical dans cette population. Et puis la deuxième étude, bien sûr, c'est l'étude FAME, qui est une étude de stratégie et qui a comparé chez des patients avec des lésions coronaires dans une maladie coronaire stable, une stratégie d'angioplastie guidée par l'angiographie versus la FFR. Et cette étude a montré sur un critère composite qu'on va pouvoir un peu discuter, qui est le décès, l'infarctus et les revascularisations au cours de la première année, eh bien une supériorité de la FFR par rapport à l'angiographie. Mais j'attire votre attention sur le taux d'événement dans cette population stable, qui est de l'ordre de 15%, entre 18% dans l'angiographie et 13% dans la FFR. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, si on refaisait cette étude, on aurait ce taux d'événement dans cette population. Et ces 2 études, donc avec moins de 1500 patients, ont permis de grader la FFR à un niveau 1A dans les recommandations pour évaluer les lésions intermédiaires en l'absence de test d'ischémie. Alors si on revient sur FEM, le bénéfice de la FFR est surtout drivé par la réduction des revascularisations répétées avec des endoprothèses qui n'étaient pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est dans les années 2000. Et puis également, il y a un élément assez critique de l'étude FEM, c'est les infarctus du myocarde, puisqu'ils ont pris en compte les infarctus périprocéduraux, ce qui a considérablement pénalisé le groupe angiographie, enfin, en tout cas les stratégies qui étaient guidées par l'angiographie, puisqu'il y avait beaucoup plus d'angioplastie évidemment dans ce groupe-là, et donc plus d'infarctus périprocédural. Et si on s'amuse à retirer numériquement ces événements et on refait un petit calcul, eh bien le bénéfice de l'étude est beaucoup moins marqué. Alors dans les études FFR et FEM, on parle toujours de bénéfices cliniques et de bénéfices économiques. Sauf qu'aujourd'hui, la donne a changé, le stent actif coûte beaucoup moins cher, le guide reste à un prix à peu près constant, et donc le bénéfice économique est beaucoup plus difficile à démontrer, et ce que je vais montrer avec des études anglaises récentes. Et puis depuis, on n'a pas beaucoup d'autres études, de données, si ce n'est des données observationnelles. Alors j'ai pris celle du registre SCAR, qui est donc le registre suédois et qui évalue dans la maladie coronaire stable l'utilisation de l'angioplastie guidée par la FFR par rapport à l'angiographie, qui montre un bénéfice à la fois sur la mortalité toute cause et également sur les complications inhérentes aux endoprothèses, que ce soit les thromboses de stent ou les rosténoses. Mais ce sont des données observationnelles, ce n'est pas des malades randomisés, même si la population est extrêmement large. Et puis, au cours des 2 dernières années, on a eu une flopée d'études d'essais randomisés qui ont un peu discrédité la FFR, dont j'ai participé, puisqu'avec Floer-Emaille, on a montré dans une population d'infarctus avec sus-décalage ST que la FFR ne montrait pas de supériorité, et même numériquement était inférieure à la stratégie par angiographie. On a l'essai futur qui ne montre pas de bénéfice à la fois dans la maladie coronaire stable et instable, l'étude française. L'étude FEM3 qui montre que chez les patients pluritronculaires, eh bien, une revascularisation guidée par la FFR ne fait pas mieux qu'une revascularisation par pontage. Et puis l'étude anglaise RIPCOR 2, qui est une étude médico-économique et qui s'est intéressée dans une population principalement de patients avec une maladie coronaire stable ou de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage ST, il y a à peu près 1100 patients. Eh bien, cette étude montre que d'un point de vue médico-économique, et c'était le critère de jugement principal, eh bien, la FFR aujourd'hui n'est plus rentable et en termes d'événements, il n'y a pas plus d'événements avec la FFR, enfin avec la stratégie angiographique qu'avec la stratégie FFR. Donc tout ça perturbe un petit peu les données, et en tout cas les autorités françaises, puisque en début d'année, eh bien, les cathéters de FFR ont été déremboursés. Alors l'acte est toujours valorisé, mais l'acte n'est pas remboursé. Et donc ça a une conséquence, en particulier pour les centres privés, je crois, sur l'utilisation de la FFR en pratique quotidienne. Alors à qui on va faire de la FFR en 2023 ou en 2024 ? Eh bien, si je reprends les indications d'un des centres phares de la FFR, du centre de Bernard Debrune, dans lequel j'ai travaillé un petit moment, eh bien, disons que Bernard Debrune présentait cette diapositive en disant qu'il faut faire de la FFR quasiment chez tout le monde, c'est-à-dire chez les patients en cas de lésion intermédiaire, après au décours d'un syndrome coronaire aigu, en cas d'atteinte valvulaire, en cas d'atteinte du tronc commun, de pluritronculaire, ou puis de conditions physiques qui font que la FFR est difficilement interprétable, notamment les obèses ou les blocs de branche gauche.
Et donc, cette situation, ça représente à peu près 75% des patients, et vous savez que la FFR, en pratique, elle est très peu utilisée finalement, et l'objectif principal, eh bien, ça va être essayer de réduire les angioplasties inutiles. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'ai montré avec l'étude FAME, le taux d'événement dans la maladie coronaire stable est extrêmement limité, beaucoup plus limité que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, les complications inhérentes qu'on peut avoir avec les endoprothèses modernes qui sont de l'ordre de 2% par an, est-ce que, eh bien, c'est supérieur aux événements évités avec la FFR? C'est un vrai point d'interrogation. Et si on refaisait FAME aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincu qu'on trouverait des résultats similaires. Et puis un autre élément pour lequel on oublie souvent l'utilisation de la FFR, eh bien, c'est d'évaluer l'angioplastie coronaire. Vous faites une angioplastie, vous refaites une mesure de la FFR et ça va vous permettre d'évaluer eh bien, la qualité de votre angioplastie et le pronostic de vos patients avec un cutoff qui est classiquement à 0,90, un pronostic qui est bien supérieur si vous avez cette mesure de FFR en post-procédure. Donc voilà en conclusion de cette présentation. La mesure de la FFR, ça reste un outil majeur pour évaluer le retentissement fonctionnel des sténoses coronaires en l'absence de thèse d'ischémie, notamment dans les cadres des lésions intermédiaires ou quand les thèses d'ischémie ne sont pas interprétables ou réalisables. Les bénéfices cliniques et économiques, à mon avis, elles sont assez discutables aujourd'hui dans le syndrome coronarien chronique, donc actuellement. Et puis, quid de la prise en charge des guides de la FFR en France? Et un élément qu'on pourrait rajouter, c'est la concurrence avec notamment la QFR qui va probablement grignoter un petit peu le terrain de la FFR dans cette indication. Je vous remercie de votre attention. Merci Étienne pour ce super topo concis. Est-ce qu'il y a des questions? Hakim. Comment tu fais, Étienne, quand tu as des malades qui arrivent du scanner directement en salle de cathé, qui sont asymptomatiques, devant des lésions qui sont souvent très calcifiées, intermédiaires? Est-ce que tu fais de la FFR ou tu les renvoies pour faire un test de stimulation? Parce qu'on a souvent des malades qui arrivent directement en salle de cathé. Alors, on essaie de passer par la case d'ischémie avant de les mettre sur la table. C'est assez rare qu'on les mette d'emblée s'ils sont asymptomatiques. S'ils sont asymptomatiques, à ce moment-là, on continue ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire les mesures de FFR pour documenter qu'il n'y a pas d'ischémie et les traiter médicalement. Tu sembles avoir un regard un petit peu critique sur la FFR, mais tu sembles pas remettre en cause l'utilité de la recherche d'ischémie. Moi, je trouve qu'on a un peu perdu notre boussole avec ischémia. On était tous convaincus que voilà, il fallait revasculariser, supprimer l'ischémie, et on a l'impression que finalement c'est peut-être pas le bon indicateur. Est-ce que c'est pas la recherche d'ischémie plutôt que la FFR qu'il faut mettre en cause? Tu as raison. C'est une bonne réflexion. La FFR, on l'a utilisé comme un outil au quotidien pour rechercher l'ischémie. Toutes les stratégies de revascularisation se sont basées dessus. Mais tu as parfaitement raison. C'est pas parce qu'on a forcément une ischémie sur un territoire distal qu'on va être amené à le revasculariser. Donc, moi, j'utilise plutôt pour ne pas revasculariser et avoir une justification dans cette indication-là, comme on a discuté avec Hakim juste avant. Et quand même, c'est quand même compliqué cette histoire, parce que quand tu regardes dans la vraie vie, par exemple, le registre français, t'as moins de 30% des patients qui sont dilatés pour une maladie coronaire stable qui ont un test d'ischémie, et la FFR c'est moins de 10%, et pourtant quand tu regardes l'utilisation de la FFR, c'est associé à moins de mortalité. Donc c'est vraiment complexe comme problème, quoi. Et là-dedans, les autorités de santé, ils ont décidé de dérembourser sans se poser de questions, quoi. Alors, tu penses qu'il faudrait la re-rembourser? C'est pas à moi de décider ça, mais disons que le problème, je pense aujourd'hui, c'est que c'est un très bel outil, d'un point de vue conceptuel, c'est très intéressant, mais que en pratique, d'un point de vue économique, les bénéfices ont disparu, très honnêtement. On l'a vu dans FLOWER-MI, le bénéfice économique, il est en défaveur de la FFR. Et dans le côté clinique, la vraie question, c'est est-ce que si on met un stent par excès, on va faire finalement plus d'événements que quelqu'un qui aurait été traité par FFR. Et je suis pas convaincu aujourd'hui que le delta entre les deux soit si important que ça. Et donc finalement, la tendance de dérembourser cet acte n'est pas si choquante que ça, si tu veux. En pratique, je vais être un peu provocateur, mais je pense que les deux stratégies aujourd'hui sont assez proches en termes de résultats cliniques. Alors, ce qui est perturbant, je trouve, c'est les résultats des données observationnelles de SCAR ou de France PCI, parce qu'on trouve à peu près les mêmes résultats. Alors, les malades sont pas randomisés. Je pense que malgré toutes les stratégies statistiques pour essayer d'équilibrer les groupes, il reste quand même des déséquilibres, parce qu'on voit bien
qu'il y a très peu de malades qui sont dans le groupe FFR, et c'est pas du tout quand même les mêmes profils de patients, mais les résultats sont quand même assez effectivement étonnants. Mais en fait, on pourrait résumer en disant sur les sténoses serrées à plus de 90%, on n'a pas besoin de la FFR. Sur les sténoses pas serrées à moins de 50%, globalement, on n'a pas besoin. On a besoin d'évaluer les sténoses intermédiaires. Et c'est là où se pose la question, c'est au vu de ce que dit Grégory sur ischémia avec les limites d'ischémia qu'on connaît. Est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à regarder la vulnérabilité de la plaque plutôt que son retentissement ischémique? Bien sûr, c'est un nouveau concept. On évoquait tout à l'heure avec l'imagerie justement de voir un peu la composition de la plaque, la vulnérabilité, c'est clairement... donc scanner, donc OCT, et oui. Plutôt que FFR et état ischémique. Ouais. Le pire, c'est que quand tu refais une FFR après ton stent, c'est hyper décevant. C'est pour ça que personne ne le fait. C'est hyper décevant, mais c'est très pronostique. Enfin, ça a un vrai, oui, c'est très pronostique. Impact pronostique. Et souvent, quand même, une fois sur deux, c'est quand même pas terrible, quoi. Oui, mais tu peux optimiser ton résultat quand même. C'est vrai. En post-dilatant, en rajoutant, en traitant une lésion supplémentaire que tu n'aurais pas forcément traitée, pour essayer, je pense, d'essayer d'avoir un cut-off au-delà de 0,90, qui est la limite au-dessus de laquelle, en général, le pronostic des patients est supérieur.